Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Gabriela Zalapi qui va nous parler de son dernier roman, Hilaria ou la conquête de la désobéissance. Cette rencontre, elle va être animée et modérée par Elisabeth Phillips du Nouvel Obs, donc Nouvel Obs qui est partenaire de cette 12e édition. Elisabeth va commencer avec une ou deux questions d'introduction. Elle va également présenter rapidement Gabriela et son roman. Et par la suite, vous serez invité donc à participer et à poser vos questions sur le roman. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le petit bouton « Lever la main ». Ensuite, Elisabeth vous accordera du coup la parole en fonction quand elle verra que vous souhaitez prendre la parole. Pour ceux qui ne souhaitent pas mettre leur visio, mettre leur caméra ou brancher leur micro, vous pouvez poser aussi vos questions dans le chat et on fera en sorte de pouvoir les poser après, donc Elisabeth ou moi, directement à Gabriela. Et voilà, pour l'instant, restez avec vos caméras désactivées, mais si vous pouvez les activer quand vous avez une question, c'est toujours plus sympa et plus convivial pour qu'on puisse vous voir. Voilà, je laisse Elisabeth du coup présenter Gabriela et je vous souhaite une bonne rencontre. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est une première. Je n'ai jamais animé de rencontre comme ça virtuelle, mais je suis ravie de… déjà, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Et je suis très heureuse de voir qu'il y a déjà 40 participants un lundi soir à 18h30. Ça fait plaisir. Donc, pour évoquer le très beau livre de Gabriela Zalapi, je montre ici, comme la meilleure des youtubeuses, si vous ne l'avez pas vu, j'espère que vous l'avez tous eu entre les mains. Donc, Hilaria ou la conquête de la désobéissance, qui est apparu aux éditions Zoé à la rentrée et qui est donc en lice pour ce prix roman des étudiants France Culture que le Nouvel Obs a la joie de soutenir. Alors, très rapidement, je vais présenter en quelques mots Gabriela Zalapi, qui est donc une écrivaine d'origine anglaise, italienne et suisse. Vous me dites si je me trompe, Gabriela, sous votre contrôle. Gabriela Zalapi est née à Milan et vous vivez à Paris et vous écrivez en français. Vous avez d'abord commencé comme artiste plasticienne et puis depuis 2019, vous écrivez, vous composez une œuvre littéraire tout à fait remarquable, très très singulière et d'une très grande délicatesse. Il y a d'abord eu Antonia en 2019, c'était déjà aux éditions Zoé. C'était le vrai faux journal d'une femme au foyer, prisonnière de sa vie domestique. Et puis en 2022, c'était dans les années 60. En 2022 a suivi Willibald sur le grand-père d'Antonia. Et puis donc, en cette rentrée littéraire, vous publiez votre 3e livre qui porte encore un prénom pour titre. Et cette fois-ci, c'est Hilaria, avec ce sous-titre « Ou la conquête de la désobéissance ». Et cette fois, l'histoire se déroule dans les années 80 en Italie. Un matin, la petite Hilaria, qui a 8 ans, attend devant son école. Elle attend sa sœur qui doit venir la chercher. Et en fait, c'est son père qui vient. Et en réalité, ce père, séparé de sa mère, enlève la petite fille et commence alors une cavale en voiture à bord d'une BMW bleu marine sur les routes d'Italie, de Turin à Palerme. Et finalement, ce qui est formidable dans ce livre, c'est que le lecteur se trouve totalement embarqué à bord de la voiture avec le père et la fille. On est enveloppé dans la fumée des cigarettes que le père fume à la chaîne dans cet habitacle, avec le son de la radio qui diffuse des chansons de variété, mais aussi les flashs qui annoncent des attentats qui ponctuent comme ça la vie italienne pendant ces années de plomb. Et puis tout le trajet ponctué d'arrêts sur des aires d'autoroute où le père, toujours très stressé, passe des coups de fil, on ne sait jamais trop à qui, mais souvent à la mère de la petite Hilaria, par les arrêts sur les autogrilles, dans les stations-service, dans les bars où le père, au fur et à mesure, boit de plus en plus de whisky. Et puis, il y a ces nuits dans des hôtels plus ou moins miteux, parfois dans des palais. Et tout est vu finalement depuis les yeux de l'enfant, Hilaria, qui a 8 ans, qui a son petit ours en peluche, Birilo, toujours contre elle. Et tout ça est vu avec un mélange d'effroi par ces petites filles, d'incompréhension, mais aussi d'extraordinaire lucidité. Et l'écriture, votre écriture minimale, quasi photographique, moi je trouve qu'il y a vraiment un côté très noir et blanc dans votre écriture. Elle traduit admirablement le regard que pose cette petite fille sur cette aventure hors norme dans tous les sens du terme.
Et ce très beau livre, vraiment, a été sélectionné dans de nombreuses listes de prix. Il a reçu déjà, je crois, le prix Blue Jean-Marc Roberts. Et il est donc en lice pour ce prix roman des étudiants France Culture. Je vais donc commencer par poser une ou deux questions, puis après, je vous encourage toutes et tous à poser les vôtres. Surtout, ne soyez pas timides, on est entre nous, voilà, derrière nos écrans. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions par chat. Moi, simplement, pour tout de suite aborder cet aspect de votre œuvre, Gabriela Zalapi, c'est vrai qu'Hilaria, on a l'impression que ça vient clore, en tout cas, ça vient compléter une trilogie commencée avec Antonia, poursuivie avec Willibald. Une trilogie qui a une dimension autofictionnelle, dont vous n'êtes pas caché dans les entretiens que vous avez pu donner. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit lire ces 3 livres, qu'on peut lire séparément, hein, je vous rassure? Est-ce que vous aviez envie de composer une trilogie autofictionnelle avec Antonia, Willibald et donc Hilaria que vous venez de publier? Bonsoir à toutes et tous. Je dis juste, en fait, j'ai un problème de caméra, donc je suis obligée d'appuyer toutes les 2 secondes pour apparaître. Mais enfin voilà. Donc, en ce qui concerne, en fait, j'avais pas un programme au départ. En fait, quand j'ai écrit Antonia, je me disais pas, je vais faire une trilogie ou. Et puis, petit à petit, voilà, les choses se sont construites. Presque malgré moi, enfin malgré moi, je sais pas, elles se sont construites ainsi et c'est vrai que on pourrait y voir une trilogie, mais peut-être que c'est une dilogie, je sais pas comment on dit. Enfin, je sais pas encore. Un décalogue. Un décalogue, voilà. Et, et alors, oui, alors je pars. Ah. Alors, il semblerait qu'on a un petit problème technique, ou alors Gabriela Zalapi n'a disparu que pour moi. Non, je pense qu'effectivement, il y a eu un problème. Alors attendez, c'est le problème des visios. Elle ne devrait pas tarder. Je suis de retour. Je continue? Oui. Oui. Moi, je ne vous vois plus, mais je vous entends. Donc, je pense que tout le monde vous entend. Donc, ah oui. Donc, je pars d'archives de famille, de faits réels, donc, et à partir desquels je tire un matériel auquel je tisse beaucoup de fiction. Ce n'est pas de l'autobiographie, c'est vraiment un mélange de fiction, de faits réels et je ne sais pas pourquoi je n'aime pas beaucoup ce terme d'autofiction. J'ai encore pas pu me l'expliquer totalement. Donc, mais voilà, c'est un mélange en fait. C'est aussi en lien avec la construction des personnages, avec, avec la cohérence de l'histoire, l'épaisseur de l'histoire. Ça requiert d'inventer plus ou moins selon ce que je sais. Et ça veut aussi dire travailler avec les blancs, ce que j'aime beaucoup par ailleurs. Enfin, les blancs, c'est-à-dire les blancs de la page, mais aussi les blancs, ce que je ne sais pas. Oui, oui. Et simplement, donc l'histoire d'Hilaria, donc qui se déroule dans les années 80, d'Hilaria, pardon, Antonia, Hilaria, Gabriela, je finis par, excusez-moi, par confondre un petit peu, mais justement, est-ce que vous l'avez dit, hein, notamment dans un portrait qu'a fait de vous, un très beau portrait qu'a fait de vous Fabrice Gabriel dans Le Monde, ce que vit la petite Hilaria, vous l'avez vécu, vous, cette cavale à travers l'Italie avec votre père. Oui, ça je l'ai vécu. Mon père m'a kidnappée et j'ai vécu avec lui 2 ans en cavale. Voilà, oui. Oui.
Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le livre, la petite fille, Hilaria, à un moment, donc, comme elle vit au départ à Genève avec sa mère et sa sœur, avec elle parle français, si je ne m'abuse. Et en tout cas, quand elle part, quand elle se retrouve emportée dans cette cavale, à la fin, elle ne parle plus qu'italien et elle ne comprend même plus enfin, je ne dis rien, mais en tout cas, il y a un moment, elle ne parle plus que l'italien. Or, vous, vous avez choisi d'écrire en français. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi le français comme langue d'écriture. Alors, j'ai choisi le français parce que c'est la langue qui me permet de mettre à distance, de prendre de la distance par rapport à des événements. Enfin, en l'occurrence, ici, si ça vous embête pas, je vais arrêter d'appuyer sur le truc caméra parce que ça fait... Ça vous embête si je fais que parler? Est-ce que c'est... Moi, ça ne m'embête pas. Dites-nous dans la barre d'infos. Dites-nous dans les commentaires. J'ai l'impression vraiment de parler comme une... Ok, d'accord. Alors, donc, en fait, ce texte, au départ, je l'ai écrit à la 3e personne du singulier pour pouvoir trouver justement la bonne distance, en fait, avec ces événements, parce que vu que je les ai vécus, c'était pas toujours évident de trouver enfin, c'était pas évident au départ de trouver la bonne distance pour écrire cette histoire. Alors, j'ai tout écrit à la 3e personne du singulier et ensuite, une fois que le personnage de Hilaria était assez solide, qu'il était, c'est-à-dire suffisamment fictionnel, je l'ai basculé en je. Et je pense que cette histoire qui est, somme toute, en italien dans ma tête, eh bien, le fait de l'écrire en français, ça participe de cette distance, enfin de cette... oui, ça participe de cette prise de distance et du coup de mieux voir et comprendre comment je peux construire comment construire cette histoire, en fait. Et je vais bientôt vous passer la parole, ne vous inquiétez pas. Simplement, je voulais juste préciser que dans les 2 livres précédents, Antonia et Willibald, il y avait des images qui accompagnaient le texte. Et cette fois-ci, Hilaria, il n'y a pas d'image. Or, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très photographique. Donc, je voulais vous poser 2 questions. Savoir d'une part pourquoi cette fois-ci, vous n'aviez pas eu recours à l'image, aux photos. Et ensuite, justement, est-ce que vous attachez une importance aux images que votre écriture peut faire naître? Et est-ce que vous comprenez que qu'on puisse avoir à la lecture d'Hilaria cette impression d'écriture très photographique? Oui, je crois que je comprends parce que moi-même, pour vérifier que l'histoire avance en fait, c'est pas pour vérifier, mais en fait, je pars toujours d'images dans ma tête, en fait. Les images que j'écris, enfin, ou ce que j'écris passe d'abord par l'image. Et pour ce livre, vous avez des images particulières? Vous avez eu recours à des images en particulier? Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai notamment travaillé sur les autogrilles. J'ai beaucoup regardé les autogrilles. J'ai trouvé des livres vraiment intéressants sur l'histoire de ces autogrilles, l'histoire architecturale. Et ça m'a replongé vraiment dans cette, ça m'a aidé à me replonger dans ces espaces. Qui sont peut-être, pour repréciser, c'est les Ah oui, restos d'autoroute, quoi, c'est ça? oui, c'est les restos d'autoroute, mais qui en Italie sont une vraie institution, en fait. C'est bien meilleur et on y mange beaucoup mieux que les... Oui, en tout cas, c'est des lieux très importants parce que cette autoroute, en fait, qui a été construite du nord au sud de l'Italie, elle a vraiment transformé le visage de l'Italie. Elle a été construite dans les années 70 et elle a vraiment modifié le visage de l'Italie.
qui jusque-là n'étaient faites que de routes autour des villes elles-mêmes, en fait. Et ça a permis de casser cette frontière qui, par ailleurs, subsiste, continue, enfin, existe toujours, mais entre le nord et le sud. Et voilà, elle est truffée de autogrill qui sont ces restaurants au bord des autoroutes qui, chaque fois, mettent en avant des spécialités de la région et qui ont été construites sur un modèle américain. Et voilà, et ça a permis en fait de développer tout un commerce très autour de la nourriture très très important. Et c'est enfin dans les années 60. En fait, non, l'autoroute a dû être construite dans les années 60 parce que les autogrills des années 60 étaient des vrais restaurants avec des serveurs en veston blanc, etc. Enfin, c'était vraiment des... Il y avait différentes... il y avait le côté bar et puis il y avait le côté restaurant. Il y avait comme une catégorie selon la catégorie de voyageurs et aussi la catégorie sociale par ailleurs, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, je me suis beaucoup nourrie d'images de ça, mais aussi de tout ce qui est BR, enfin, Brigade Rouge, toute l'esthétique des années 80. Oui, je pense aux photos de Luigi Guerri, peut-être aussi, ce genre d'espace un peu désert et vraiment très, très italien. En tout cas, tous les paysages qu'on traverse avec Ilaria et son père, je trouve qu'ils restent vraiment en mémoire. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole et je vais vous la passer à vous toutes et tous qui nous écoutez. Donc, n'hésitez pas à lever la main virtuelle quand vous voulez, ou bien à nous signifier en commentaire que vous souhaitez prendre la parole. Je ne sais pas si parmi vous, certaines ou certains ont pu lire Ilaria. En tout cas, lancez-vous, n'ayez pas peur. Moi, j'ai des questions en stock, hein, mais je préférais que ce soit vous qui interrogez Gabriela Zalapi. Peut-être en chat, si vous voulez. Ah, voilà. Alors, Léa, je vais te passer la parole, ou tu peux activer ton micro et poser ta question. Oui, bonjour. Merci d'organiser cette rencontre. Moi, j'aurais voulu demander pourquoi avoir fait le choix de ne pas avoir mis de chapitre et d'avoir laissé plus ou moins de blanc comme ça entre les paragraphes. Comment en fait s'est construit le livre sur le plan de la forme. Voilà. Merci. Merci Léa. Alors, j'ai pas. C'est vrai que il n'y a aucun chapitre. Pour moi, en fait, il y a beaucoup de blancs. Et ces blancs, ils ont comme fonction de réunir et séparer. Donc, c'est ce qui sépare les fragments, c'est à la fois ce qui unit tout. C'est comme comment dire, un flux temporel qui est aussi qui donne aussi, qui signifie aussi des interruptions temporelles et qui pour moi sont la place du lecteur, en fait, des lectrices et des lecteurs qui jouent qui eux ont comme moi je mets à disposition des événements, on va dire des éléments, et c'est à vous de les c'est à vous ensuite à travers ce que ça peut vous faire ressentir ou pas, de projeter ça sur ces blancs, en fait. Je ne sais pas très clair ce que je suis en train de dire. C'est clair? Est-ce que j'ai répondu ou pas trop?
Ah bah, pour peut-être vous compléter, il y a une question de Luna qui demande justement si les blancs de la page peuvent se comprendre comme des ellipses et des sensations d'incompréhension de la part d'Hilaria. Et c'est vrai que vous avez dit, Gabriella, que ces blancs, ça pouvait être aussi vu comme ce qui réunit et ce qui sépare. Et finalement, c'est ce qu'on ressent tout au long du livre, c'est qu'il y a ce père et sa fille, évidemment, ils sont à la fois proches, unis, et puis séparés par une espèce de mur d'incompréhension. Donc, est-ce que, comme Luna le demande, c'est des blancs qui peuvent être compris comme des ellipses et des sensations d'incompréhension? Oui, oui, absolument. Et c'est des espaces, en fait, c'est des espaces qui permettent au texte enfin, comment dire, c'est comme pour moi, c'est des espaces où les mots, c'est comme des cailloux qu'on jette dans un étang et c'est l'espace-temps pour lequel les cailloux aient le temps d'arriver au fond de l'eau, au fond, sur le fond de l'étang. Et donc, mais c'est un espace de respiration, c'est aussi un espace d'ellipse, c'est un espace à inventer et c'est pour moi, c'est aux lectrices, aux lecteurs de l'investir ou pas. Oui, et puis je pense que ça peut être écho aussi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ce blanc, c'est une forme de suspension, et je trouve que ce qui est très beau dans ce livre aussi, c'est qu'il y a une forme de suspension du jugement. C'est-à-dire que on voit ce père, on sent à la fois désespéré, et en même temps, il peut se montrer très cruel. Ce père qui est complètement à la dérive, en même temps qui agit, ben voilà, qui kidnappe cette fille. Mais ça aussi, le jugement porté sur cet homme, il est comme suspendu dans ses blancs. Et ça, cette absence de jugement et le fait que ce soit un regard d'enfant porté sur lui, même si parfois elle le trouve dur, elle le trouve cruel, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitiez faire passer justement? Est-ce que c'était difficile de tenir ce principe-là, si tant est que ce fut le vôtre? Ce principe de non-jugement, c'est ça? Oui, 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 j'ai beaucoup. Enfin, j'ai fait très attention pour moi et c'était extrêmement important de ne pas tomber dans le rapport, dans un rapport simpliste de bourreau-victime. Pour moi, ce père, c'est quelqu'un de. Bah, c'est le père déjà, donc disons, il y a toute la question de la loyauté au père. Et c'est quelqu'un qu'on aime quand on est enfant. Et il y a la question de la loyauté, mais il y a aussi le fait que c'est un homme blessé à travers ces télégrammes qui ponctuent le texte. C'était une façon de dire que qu'il est aussi blessé. Alors, et ça se traduit par son alcoolisme, par sa violence, par différents éléments, mais et puis en même temps, c'est quelqu'un de complexe, c'est à la fois un parfait compagnon de jeu, c'est un type charismatique qui, dès qu'il entre dans un bar, il connaît tout le monde en 5 minutes, qui aime faire rire, voilà, je voulais vraiment en faire quelqu'un de complexe en fait et de pas et rester dans une forme de gris de son Ouais. continu, je sais pas très bien, voilà. Mais ça, c'est, enfin, et je vous repasse la parole, mais c'est vrai que ce qui est très beau, moi, ce qui m'a beaucoup frappé à la lecture du livre, c'est effectivement, il y a une sorte de gris permanent, mais de camailleux de gris, presque parce qu'il y a, il y a quelque chose de très métallique dans l'écriture. Il y a déjà la barre métallique à laquelle est accrochée Hilaria au début du livre, où elle fait le cochon pendu. Et puis, il y a toujours cette fumée grise, la fumée des cigarettes. Et puis, il y a ce gris de l'indécidable, en fait, et voilà, du non-jugement qu'on peut porter sur cet homme. Et ça m'a beaucoup marqué, en tout cas, ce gris. Donc, je suis contente que vous employiez ce terme-là. Donc, c'est du blanc et du gris dans ce livre. Et pourtant, il y a plein de couleurs parce qu'on passe aussi par plein d'espaces très différents. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Alors oui, j'ai l'impression que l'écho, c'est réglé. On n'entend plus d'écho. Donc, ça, c'est bien. Il y avait
Gabriella, il y avait Maude qui demandait, qui ne peut pas activer son micro, mais qui voulait savoir, ça rejoint un peu ce qu'on a commencé à dire, à quel point le récit était autobiographique et si vous avez été la petite fille. Donc ça, vous aviez commencé un peu à y répondre au tout Mhm. début de l'entretien. Oui, alors oui, c'est des événements qui me sont arrivés. Mon père est vraiment venu me chercher à l'école euh, et m'a embarqué comme ça pendant 2 ans. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait, pour moi, ce n'est que la base du récit, en fait. Et à partir de là, j'ai tissé beaucoup d'événements fictionnels. Et par ailleurs aussi, en fait, ce qu'il y a, c'est que on peut avoir comment dire, une histoire à raconter. Mais après, le comment on le raconte, c'est ça tout le challenge, on va dire. Et c'est là que intervient tout le travail d'écriture au-delà de ce qu'on a pu vivre, en fait. Mm. Et ce travail d'écriture, parce que et je vous passe à toutes et tous la parole, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, ça c'est super. Justement, on a l'impression d'une écriture très minimaliste, assez simple. Et en même temps, il y a tout un travail de montage aussi. Vous l'avez dit, il y a des télégrammes qui s'intègrent. Parfois, il y a des chansons, il y a ces flashs de la radio. Comment vous procédez? Est-ce que c'est effectivement une écriture qui vous vient de façon très fluide, où il y a tout un travail, justement, ce montage requiert tout un travail de construction? Ah non, non, j'ai fait énormément de montage et j'ai vraiment, j'avais l'impression de tenir une éprouvette dans la main et qu'il fallait que je mette des gouttes de couleurs différentes sans que tout, tout, tout en faisant qu'une couleur reste, prenne le dessus. Je ne sais pas si vous voyez quand on fait de la peinture, si on prend trop de couleurs, ça devient un espèce de brun caca vraiment pas beau. Et là, vraiment, j'ai fait très attention à où je plaçais quoi, quelle information, quelle musique, pourquoi cette musique et pas une autre, pourquoi ces informations et pas des autres, etc. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est rapport à la lecture. On a l'impression d'une très grande précision, en fait, de vraiment chaque mot. Il y a une économie de moyens, mais parce que chaque mot est exactement là où il doit se trouver. Ouais. Alors, je vois que je vais passer la parole à Géopha. Si tu veux prendre la parole, lever la main. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok, super. Bonsoir. Du coup, moi aussi, je voulais vous remercier de faire justement ces visioconférences parce que c'est vrai que je ne pouvais pas forcément me déplacer pour aller aux conférences réelles, on va dire. Et ma question, c'est plus par rapport à l'écriture. En fait, je voulais savoir combien de temps vous avez mis à écrire ce livre et en fait, combien d'années après, du coup, cette histoire que vous avez vraiment vécue d'une certaine manière, vous vous êtes dit, bah, j'aimerais bien la raconter et rassembler tous mes souvenirs pour vraiment écrire sur papier, du coup, ce que j'ai vécu et ressenti. Alors, j'ai mis 2 ans et demi, je crois, pour l'écrire. Et c'était pas du tout prévu. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est vrai, en fait. C'est pas du bluff. En fait, une nuit, j'écoutais un podcast et j'écoutais Rainer Maria Rilke qui disait aux jeunes poètes, tu ne dois écrire des histoires que seul toi peux écrire. Et c'est quelque chose qui m'est vraiment resté en tête et qui a tourné enfin, vous savez, ces questions qui reviennent, en fait, qui deviennent des ritournelles et auxquelles on n'échappe pas. Et, et donc, et je me suis dit que si j'avais une histoire à raconter, bah, c'était celle-ci. S'il me restait une dernière histoire à écrire, et ben, c'était celle-là. Et du coup, je m'y suis mise. Ça m'a pris 2 ans et demi. Et comme m'a dit une fois mon éditrice, elle m'a dit oui, mais c'est une histoire que tu écris depuis toujours.
En fait, c'est une histoire qui est en moi depuis depuis qu'elle est arrivée, c'est-à-dire réellement entre 8 et 10 ans. Donc, comme j'ai 52 ans, ça fait 42 ans qu'elle est là, cette histoire. Et donc, j'ai aussi, si je tisse aussi beaucoup de fiction, c'est aussi pour une question de pudeur, je dois dire. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions en écrivant cette histoire. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que est-ce que, où comment faire? Enfin, j'avais peur de l'écrire et puis de m'écrouler. J'avais peur de l'écrire et d'être impudique. Enfin, j'ai eu des peurs dans tous les sens, dans toutes les directions. Voilà. Et ce qui répond, je pense, en partie à la question qui est posée dans les commentaires par Is, qui demandait justement pourquoi vous aviez ressenti le besoin de mettre cette histoire si personnelle à distance plutôt que de chercher à faire un récit autobiographique, et qui vous demandait ce qu'apportait la fiction à votre récit. Donc là, je pense que vous avez en partie répondu à cette question-là. On entend bien à la fois la peur, la pudeur, après, voilà, le besoin, la nécessité à la fois de raconter cette histoire qui vous est propre et en même temps voilà, de mettre un peu de champ entre elle et vous par le biais de la fiction. Il y a Oui, une mais il y a question. aussi, pardon, il Oui, y je a vous en prie. aussi, excusez-moi, en fait, il y a aussi le fait que, justement, parce que cette histoire est arrivée il y a longtemps, et que moi j'ai un grand souci de vérité, et que je me rends compte qu'à travers le temps, euh, la vérité, ça n'existe pas, et que c'est quelque chose de rhizomique, en fait. Il y a plein de vérités. Et là, il y a ma vérité, il y a la vérité d'Hilaria, il y a la vérité de Fulvio, il y a la vérité de, de chaque protagoniste, et que donc, en fait, c'est impossible de l'écrire, enfin, c'est que pour moi, d'écrire une autobiographie ou quelque chose, enfin, de ne pas inventer là-dedans, ben, ça aurait été comme un cul-de-sac. Parce que le fait de chercher à donner à- le fait de construire cette petite Hilaria, et de tisser donc des faits fictionnels, c'est la partie du jeu, en fait. C'est comme c'est la partie ludique de l'écriture. Et que aussi, bah, comme je disais, parce que il n'existe pas une vérité, mais une multitude, que j'ai envie de trahir personne, de, je n'ai envie d'accuser personne, enfin, parce qu'il y a aussi le fait d'écrire et régler ses comptes par l'écriture. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'insupportable. Donc, voilà, il y a aussi, enfin, il y a toutes ces données-là qui entrent en ligne de compte. Ouais, c'est très beau ce que vous dites à ce sujet. Il y a une question, je trouve, très intéressante qui est posée par Chloé, qui malheureusement ne peut pas mettre son micro, mais qui voudrait en savoir un peu plus sur la dimension féminine de votre roman. Se demande pourquoi toutes ces femmes qui se relaient pour s'occuper d'Hilaria, surtout à la fin du livre, dans quelle mesure est-ce que toutes ces figures féminines viennent balancer la présence du père? C'est vrai qu'il y a une succession de figures féminines qui se relaient aux côtés d'Hilaria. Est-ce que ça, vous en aviez conscience? Ben non, en fait. Mais oui, c'est vrai, tout à fait. C'est vrai que ce sont principalement des femmes. Par ailleurs, enfin, non, je n'avais pas réalisé ça. Mais bon, par ailleurs, c'est souvent les femmes qui s'occupent des enfants, surtout quand ils sont petits. Enfin, en tout cas, encore plus à cette époque-là, j'ai envie de dire. Donc, il y a simplement peut-être quelque chose de un peu très simple, en fait.
Oui, puis c'est souvent, le père, on le sent souvent dépassé. On voit notamment dans une boutique de vêtements, parce qu'à un moment, bah, la petite Hilaria, elle a toujours ses vêtements avec lesquels elle est partie, qui finissent par être petits, enfin, ne plus lui aller. Donc, il l'emmène dans une boutique. Et là, on le sent complètement Oui, dépassé, enfin, démuni face à cette réalité toute simple. Et donc, il charge une vendeuse qui trouve en plus assez jolie de trouver, de s'occuper d'Hilaria, de lui trouver des vêtements. Donc, il y a des scènes comme ça, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas naturel, entre guillemets, pour le père que de s'occuper de sa petite fille. ouais. Oui, 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 absolument. Absolument. Fulvio, c'est comme s'il avait fait quelque chose un peu avec panache, comme ça, il avait fait son coup mais après, il sait pas quoi faire, en fait, avec cette gamine. Il sait pas Et s'en parfois, c'est occuper. pas que lui, l'enfant de leur duo, parce qu'il y a des moments où c'est elle, la petite Hilaria, qui s'occupe de lui parce qu'il rentre complètement ivre-mort, abattu, enfin anéanti de whisky, et c'est elle qui lui enlève ses chaussures. Enfin, c'est quasiment elle l'adulte dans le duo qui forme. Ouais, ouais. Mhm. Une espèce de, parfois presque de petit Bonnie and Clyde italien. Euh, Et alors, il y a une question que je trouve aussi très, très pertinente de Is, parce que c'est vrai qu'on traverse toute l'Italie et on traverse aussi toutes les classes sociales de l'Italie, hein. Je disais, il y a les arrêts dans les hôtels un peu miteux, les soirées où Kidaria passe au bar sur un tabouret, observer tout ça autour d'elle. Et puis, on se retrouve aussi dans des milieux beaucoup plus aisés, aristocratiques. Et donc, c'est la IS dit sur cette dimension personnelle de l'expérience de l'enlèvement et du cheminement sur les routes. Elle demande. Non, ce n'était pas la question de IS, pardon, excusez-moi, je m'y perds. Voilà, c'est un utilisateur inconnu donc, qui dit sur la question des classes sociales lors de la scène des vendanges, puisqu'à un moment, Hilaria se retrouve à la campagne en Sicile. Lors de la scène des vendanges, j'ai eu l'impression qu'Hilaria était plus heureuse avec les contadini siciliens plutôt qu'avec la classe aisée de l'île dont est issue sa famille paternelle. Cette impression est-elle justifiée ou est-ce à nuancer? Et donc, effectivement, c'est très pertinent parce que dans ce livre, on est certes enfermé dans la voiture, mais on traverse toute l'Italie et on traverse les classes sociales. Ça donne aussi à voir un paysage social de l'Italie. Euh, et est-ce que l'impression de la personne qui pose la question, à savoir qu'Hilaria est plus heureuse avec les paysans siciliens, est juste? Ben, je pense que, enfin, c'est un doux mélange parce qu'en fait, elle habite chez Isabelle, qui est une princesse, mais c'est vrai que c'est les paysans siciliens qui s'occupent de cet enfant, mais il y a la structure temporelle, enfin d'Isabella. Il y a la bibliothèque d'Isabella et en même temps, il y a l'aspect charnel, l'aspect olfactif du toucher qu'elle découvre avec Nini et à travers tout ce qu'elle l'aide à faire, tout en sachant aussi que Isabelle n'adore pas que Hilaria aille passer ses journées avec Nini, mais elle s'amuse beaucoup plus. Enfin, donc en fait, c'est un peu comme c'est toujours un peu, mais oui, certainement qu'avec Nini, elle est bien plus heureuse que. Mais avec Isabelle, elle est heureuse aussi. Enfin, Oui. il y a des épisodes aussi de bonheur quand tout d'un coup, Isabelle a commencé à lui lire à haute voix des histoires. Donc, c'est ni blanc ni noir. Enfin, On retrouve ce gris toujours. oui. Oui. Mhm. Alors, il y a Wendy aussi qui déjà vous remercie, vous dit que votre livre l'a beaucoup touché et qui voulait savoir comment vous aviez justement travaillé la fin du livre. Est-ce que c'est un peu comme un retour à la réalité avec le personnage du père qui s'efface pour Hilaria? Alors, pardon pour ceux qui n'ont pas lu, ça spoil un peu, mais voilà, est-ce qu'on peut parler de retour à la réalité? Est-ce que vous avez travaillé de façon particulière la fin du roman? Demande Wendy. Bah je sais pas, je sais pas si je dirais un retour à la réalité, mais en tout cas
comment dire, en tout cas, il y a une rupture c'est le moment de la rupture de sa vie avec son père, avec Fulvio. Et c'est le moment de retrouver celles qui ont été des fantômes pour elle, enfin des fantômes Mm. qui lui manquaient, en fait, des personnes qui lui manquaient. Donc, avec en même temps ce décalage tout d'un coup qui lui saute à la figure, ne serait-ce que parce elle ne sait plus parler le français. Ouais, ouais. C'est un peu comme ces exilés, ces personnes qui partent en exil, qui disent le moment où on, où on part, ce n'est pas ça le moment de l'exil. Le moment de l'exil, c'est quand on rentre pour la première fois chez soi et que, en fait, on se rend compte qu'on fait plus partie de ce monde-là. Enfin, après, ça dépend bien sûr de combien d'années il s'agit, mais que, entre-temps, l'espace qu'on a quitté ou les gens que l'on a quittés ont vécu des choses. Et nous, on n'a pas participé de près à ça. Donc, il y a un vide à combler. Et est-ce que ce vide, on peut le combler? Ça reste une question. Il y a Nélia qui a levé la main. Je suis désolée, je n'avais pas vu tout de suite. Nélia, est-ce que tu souhaites prendre la parole? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. bonjour. Oui. Alors, moi, je voulais vous parler du point de vue de l'enfant, parce que je trouve que vous l'avez particulièrement bien réussi. C'était assez authentique sans jamais tomber dans la caricature. Et du coup, je me demandais comment est-ce que vous aviez réussi à vous mettre dans la peau d'un enfant. Est-ce que vous avez réalisé un travail de recherche en particulier, ou alors est-ce que c'est vraiment, ça vous est venu spontanément? Merci. Oui, merci. Non, alors, pour la forme, j'ai vraiment cherché, j'ai beaucoup cherché. Et après, j'ai commencé donc à écrire à la troisième personne du singulier pour basculer dans... Alors, mais en effet, je racontais, enfin, je décrivais cet enfant à la troisième personne du singulier. Et du coup, quand je l'ai basculé en je, eh bien, il fallait que je parle comme une enfant de 8 ans, tout d'un coup. Et là, bah, c'est imposer cette voix d'enfant. Et bah, alors, j'ai pas mal ouvert les oreilles autour de moi, autour des enfants. Et puis, j'ai cherché dans la littérature, mais je dois dire que il y a Agota Christophe qui m'a aidée dans ça, dans comment... Mais enfin voilà, oui, elle m'a bien aidée, Agota, tout en... Mais j'ai essayé aussi, voilà, de prendre... je me suis aussi replongée dans mon corps d'alors, parce que je crois que c'est surtout là que c'est dans le corps que se sont stockées les informations, plus que dans la tête, en fait, plus que dans le mental. Et du coup, ça voulait dire parler de l'odeur, parler du toucher, parler de la vue et essayer de donner à ces éléments-là une certaine ampleur. Et j'ai donc beaucoup travaillé le vocabulaire. J'ai dû restreindre mon vocabulaire tout en parfois laissant aussi des mots qui, je sais, ne sont pas dans la bouche d'une enfant, mais il me semblait quand même juste parce que, en fait, c'est comme s'il donnait du relief à l'histoire. Donc, il y a des termes pour lesquels je me suis vraiment bagarrée avec mon éditrice. Elle me disait, mais t'es sûre que tu veux laisser ce mot? Enfin, pas qu'elle elle m'a jamais... Mais disons, des fois, elle me posait des questions, elle me disait, t'es sûre qu'une enfant, elle parle comme ça? Et je disais, non, je sais qu'une enfant parle pas comme ça, mais c'est juste quand même. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste quand même. Alors après, j'ai parlé à des jeunes de 14, 15 ans qui m'ont dit que c'est vraiment mauvais comme j'ai voulu rendre la voix de cet enfant.
Et je veux bien eux, ils sont plus proches de l'enfance que moi, donc je me dis qu'ils ont certainement raison. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est une réussite finalement, cette histoire de voix d'enfant. Mais bon, voilà. Est-ce Ouais, que j'ai c'est une répondu des à choses votre... Oui, merci beaucoup. c'est une des choses les plus difficiles justement d'écrire à hauteur d'enfant et justement, vous ne prenez pas le parti de surjouer la naïveté ou la candeur. À mon sens, c'est plutôt une très grande qualité, une grande réussite. Vous parliez d'Agatha Christophe et justement, il y avait une question d'Antoine. Je la lis telle quelle. Bonsoir, je crois me souvenir qu'un de vos livres précédents avait été recommandé par Michel Crépu au Masque et la Plume. Et je vois bien le rapprochement entre vos écritures très délicates et précises. Alors, je ne sais pas s'il parle de votre écriture et de celle de Michel Crépu. En tout cas, Antoine demande s'il y a des écrivains ou des écrivaines dont vous vous revendiquez dans l'approche de l'écriture. Alors, vous savez, je trouve que c'est une question très difficile. Parce qu'en fait, enfin voilà, je disais tout à l'heure, j'ai 52 ans, ça fait un certain temps que je lis, depuis que je suis, enfin voilà. Et donc en fait, il y a des textes qui, dans le temps, m'ont foudroyé comme ça et qui m'ont aussi appris des choses. Chaque auteur pour sa spécificité. Si je prends par exemple une femme qui m'a beaucoup touchée et plus que ça, enfin qui m'a vraiment percutée, c'est Sarah Kane par exemple, et son texte Manque et la façon qu'elle a de faire ses dialogues, d'écrire ses dialogues. Alors c'est peut-être une pièce de théâtre, mais on peut presque le lire comme un poème en fait. C'est un texte incroyable. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a plein d'auteurs qui, pour des choses bien précises, ont une grande importance pour moi et ils sont devenus intemporels. Donc, j'arrive pas à me revendiquer de un, j'ai envie de dire, il y en a plein qui, enfin, il y a plein d'auteurs qui, voilà, il y a Blaise Cendrars, il y a Gerasim Lucas, il y a, il y a un écrivain cubain, Reinaldo Arenas, pour son texte, spécialement Le Puits, que je trouve incroyable. Il y a, j'ai dit Gerasim, Sarah Kane, mais il y a Handke, il y a Agatha Sarah Christophe. Kane, Peter Handke, c'est quand même des écrivains un peu de certaines violences. Enfin, Handke, à la limite, je vois bien avec ce côté aussi très, très épuré, assez dépouillé dans la langue, mais c'est quand même toujours des auteurs et des autrices dont l'œuvre charrie une certaine violence, en tout cas une certaine frontalité. Oui, mais moi, je sais que je suis on the dark side of the road, you know. Oui, en même temps, Blaise Cendrars, il n'est pas du côté obscur de la rue. Mais non, mais et puis par ailleurs, j'ai l'impression de trahir tout le monde quand je dis ça parce qu'il y a millions d'autres écrivains qui ont compté dans ma vie mais je peux pas tous les nommer. Je regarde ma bibliothèque. Ah oui, bah, bien sûr, il y a Bianciardi, la Vita. Bon, alors là, c'est vrai que c'est un peu obscur aussi. La Vita Agra, ou bien Fenoglio, le Partigiano Johnny, qui a une langue incroyable. C'est un auteur italien qui écrit une histoire d'un partigiano, d'un partisan pendant la Deuxième Guerre mondiale en Italie. Et alors lui, par exemple, je sais pas, il m'a un peu décomplexé par rapport à la langue parce que, étant italien, il adorait l'anglais. Donc, il a écrit son texte en anglais pour le traduire lui-même en italien et au final, il a comme inventé une langue qui est un espèce d'anglo-italien
très singulier et vraiment, alors, je ne Il sais est pas exactement ce que ça... traduit en français? Oui, oui, il est traduit en français. Alors, je ne sais pas ce que ça donne, la Oui, c'est traduction ça, qu'on française, retrouve le mélange. mais voilà, il y a des... Voilà, voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que si on commence, là, on en a pour la nuit. Surtout Des qu'il y a autres. peut-être plus que des écrivains, il y a peut-être des peintres aussi, enfin, comme vous êtes aussi artiste, peut-être que vous êtes nourri et que votre écriture, elle se nourrit pas seulement d'autres écrivains, mais également de peintres, de photographes, que sais-je. Oui, bien sûr, oui, 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 absolument. Absolument, Et bien sûr. Et d'écrits théoriques aussi. Je, là, j'ai envie de vous... Je vais vous... Je l'ai sous la main parce que je suis chez moi, donc c'est... Et une phrase de Deleuze en fait, je me dis toujours, on pourrait remplacer le mot image par le mot texte, qui est l'image ne se définit pas par le sublime de son contenu, mais par sa forme, c'est-à-dire par la tension interne ou par la force qu'elle mobilise pour faire le vide ou forer des trous, desserrer l'étreinte des mots, sécher le suintement des voix pour se dégager de la mémoire et de la raison. Voilà. Et donc, moi, je me dis, on pourrait remplacer, et c'est peut-être qu'on revient à ce dont on parlait au début, le des blancs. blanc. Les blancs, en fait, c'est comme et la, la forme du... ce qui a été pour moi un long travail, c'est de trouver la forme à donner à cette histoire et en effet de donner une forme qui soit tendue, en fait, qui contienne une tension. Et voilà, comme il le dit lui, et que je trouve ça enfin, très juste, pour faire le vide ou forer des trous, desserrer l'étreinte des mots, sécher le suintement des voix. Enfin voilà, pour moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup, même si là, elles Ouais. sont en lien avec l'image. Et vous parliez de la langue, je me demandais juste si vous-même, vous envisageriez d'écrire en italien ou en anglais. Euh, je, je ne sais pas encore. A ver, comme disent les Espagnols. L'espagnol en plus maintenant, donc c'est une possibilité supplémentaire. Il y a Gabi qui pose une question, pareil, je vous la lis telle quelle. Bonsoir, sur cette relation avec le père, comment expliquer le retournement du père à la fin? Bon, je suis désolée, là, encore une fois, on dévoile un peu. Tout le long du livre, on a l'impression qu'il utilise sa fille comme moyen de pression ou de manipulation à cause de problèmes dans son couple. Et pourtant, à la fin, il dit ces mots très marquants à sa fille, lui conseillant d'aller avec sa mère, car, entre guillemets, ce sera mieux pour Ilaria, se souciant à cet instant du bien-être de sa fille au détriment d'arriver à ses fins. Donc, en gros, je crois que ce que veut savoir Gabi, c'est comment justement expliquer ce retournement du père qui est effectivement, à la toute fin, va complètement à l'inverse de ce qu'il a souhaité faire finalement pendant la centaine de pages qui précèdent. Oui, mais alors, Gabi, je voudrais juste dire la phrase qui vient juste avant, qui est vraiment importante. Je vois à ce moment-là les chaussures de Vito s'approcher de lui, donc de Fulvio. Il murmure quelque chose. Je n'entends pas. Papa ne répond rien, puis s'accroupit à ma hauteur. Je sens son haleine lourde. Va avec maman, tu seras mieux avec elle. Et là, si je lis ça, c'est parce que je pense que Vito a une certaine... Vito qui était donc le domestique de la grand-mère, qui était celui qui préparait les goûters alors que tout le monde se fichait d'elle, qui la cherchait, qui s'occupait d'elle. Je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, on peut se demander si ce sont vraiment les mots de Fulvio. Parce qu'en effet, Fulvio utilise
utilise Hilaria comme monnaie d'échange sans aucune vergogne. Et même si, à sa façon, c'est comme, enfin voilà, c'est comme les blancs, ça réunit et ça sépare. Alors, je vous livre d'autres questions sur lesquelles j'étais passée un peu vite. Alors, il y a une question d'un utilisateur inconnu. Bonsoir, j'aurais voulu savoir pourquoi uniquement Hilaria a été kidnappée et pas sa sœur. Y avait-il une préférence du père pour celle-ci? Non, alors, il n'y a pas de préférence. Parce que non, il n'y a pas de préférence. En fait, non, c'était des circonstances qui ont fait que, voilà, Hilaria était là toute seule. Elle attendait sa sœur. Et voilà, il est arrivé. Il faut pas perdre de temps dans ces cas-là. Oui, c'est ça, c'est une forme d'opportunité, quoi, de kidnapping par opportunité. Alors, il n'y a plus de questions en commentaire. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole et poser directement leurs questions à l'oral ou Gabriella, est-ce qu'il y a des aspects de votre livre sur lesquels, qu'on n'aurait pas abordé, qui vous semblent importants? Il y a aussi cet arrière-fond politique dont on parlait au début, à savoir les années de plomb. Vous le disiez, vous avez fait aussi des recherches sur les brigades rouges à l'époque. C'est vrai que ça ajoute à l'angoisse quand même. D'ailleurs, il y a des barrages de policiers par moment et Fulvio, le père, dit il va falloir prendre d'autres routes, etc. Donc, on sent bien, comme c'est vu par une enfant, qu'elle n'a pas forcément toutes les clés pour comprendre de quoi il s'agit. Malgré tout, c'est là en toile de fond et ça ajoute quand même, vous parliez de cette tension aussi, notamment celle évoquée par Deleuze. Voilà. Est-ce que ça, il fallait que ça figure quand même, cet arrière-fond historico-politique, donc d'attentats qui ont ensanglanté l'Italie pendant des années. Il y a notamment l'attentat de la gare de Bologne qui était épouvantable. Oui. Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est les vrais événements politiques qui se sont passés dans ces années-là. Et en fait, ils sont une parfaite caisse de résonance dans le sens surtout, par rapport à ce que vivent Fulvio et Hilaria, que ce soit la vie en clandestinité, que ce soit un rapport bien et mal complexe, et puis surtout le fait que les brigades rouges, la question des brigades rouges et puis de ces affrontements et aussi des groupements d'extrême droite, aujourd'hui encore restent des questions irrésolues. Il y a des milliers d'historiens qui essayent de percer le pourquoi du comment, de comment ça se fait, de comment c'est né, des réelles intentions, de qui était derrière, pas derrière, etc. Et puis en fait, c'est une histoire irrésolue, comme je pense, c'est une façon peut-être aussi de signifier, de pointer un futur en fait de ce que vivra ensuite Hilaria et son père. Il y a une autre question qui vient d'arriver. En lisant le livre, j'ai eu une sensation mémorielle de quelque chose de fugitif alors que tout est au présent. Je me dis que c'est produit par l'aspect elliptique et le style qui est très centré sur les sensations du personnage. Je voulais savoir si c'est recherché. Vous avez un peu commencé à parler de cette importance des sensations. Oui. Je ne suis pas sûre de bien comprendre s'il s'agit... est-ce que la question, c'est la fuite ou la sensation le fait que vous parliez de faits passés et qu'en même temps, tout est au présent et c'est vrai qu'on a l'impression de quelque chose de très, très présent parce qu'il y a toutes ces sensations qui accentuent, je pense, l'effet de présent alors que vous parlez d'événements qui sont lointains. Donc, est-ce que vous avez effectivement cherché à insister sur ces sensations pour accentuer l'effet de présent, qu'on soit un peu dans l'immédiateté
et que le lecteur aussi soit embarqué dans cette histoire. Oui, oui, alors les sensations physiques, c'était une façon d'emmener avec moi le lecteur dans un corps, en fait, comme comme de lui dire souviens-toi, souviens-toi de ce que c'est que d'avoir de jouer avec sur des places de jeu avec des jeux en métal et ce que ça fait vous vous souvenez de quand on sent la paume de notre main et que ça sent le métal ou ce C'est une scène rapport. terrible du livre. Pardon? C'est une scène très très dure dans le livre, justement cette scène où la petite Hilaria fait sentir sa main qui sent le métal à son père. Oui, oui, Ça c'est passe une par des scène. choses comme ça en fait. Oui, c'est ça en fait, mais c'est 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 une façon de nourrir le monde de cet enfant en fait. Enfin, Mm. parce que le monde de l'enfant, il est aussi fait de ça. Enfin, en tout cas pour tel que je m'en souviens moi. Mais et oui, il y a par rapport à la fuite, il y a certainement une fuite en avant tout le temps. J'ai vraiment travaillé le rythme, en fait, autant dans les virgules pour essayer de reproduire les temps de respiration d'un enfant euh, dans sa parole, mais aussi de comment un enfant saute du coq à l'âne, mais aussi pour enfin, voilà, Hum, je- aller vite aussi par peur de m'appesantir, certainement. Mm. Il y a aussi ça, Mm. je, et de pas tomber dans le pathos. J'ai une sainte horreur du pathos, donc voilà, c'est une façon de, de me surveiller, quoi. Mm. Mais c'est très intéressant et je pense que ça, c'est un aspect essentiel aussi du livre. C'est vrai qu'on pourrait se dire, il y a des années de plomb, il y a cet enlèvement, etc. Le père qui va pas bien. Et en même temps, il y a, vous parliez de trous, il y a des trouées de lumière aussi, déjà parce qu'on sort parfois de la voiture et qu'on se retrouve dans des paysages, soit au bord de la mer, soit dans le palais d'Isabella, soit dans Rome, etc. Donc, il y a des trouées de lumière et vous le disiez toujours dans ce très beau portrait du monde, que vous avez eu l'envie, le souhait, le désir de tirer cette histoire vers la lumière. Oui, absolument. C'est vrai que, enfin, merci de le rappeler parce que c'est absolument, c'est parce que pour moi, ce qui importait aussi beaucoup dans cette histoire, c'est le fait que cet enfant néanmoins se construit, même si c'est sur un champ de ruines. Vous savez, les enfants qui savent jouer sur les champs de ruines, qui arrivent à s'inventer un monde malgré tout, eh ben c'était ça aussi. C'est aussi de là que vient le prénom Hilaria pour moi. Le choix de ce prénom, il fallait que ce soit un prénom qui soit tout en vertical, un prénom avec un I, un L, qui aille vers le haut, vers la lumière. Et ce qu'elle prend des gens qu'elle rencontre, c'est des choses, c'est de la lumière en fait, c'est chaque fois de la lumière. Pardon, j'ai dû changer de place parce que je n'avais plus je n'avais plus de batterie. Il fallait que je rebranche mon ordinateur. Je vois que ça fait 1 heure quasiment qu'on se parle toutes et tous. Alors, je sais pas si d'autres personnes, on a peut-être le temps encore pour une question. Sinon, sinon je laisserai le dernier mot à Gabriella. Ah, je vois Léa, tu peux prendre la parole, je t'en prie. Oui, pardon, je voulais juste demander pourquoi aujourd'hui la conquête de la désobéissance. Très bonne question. Oui, je me disais en fait, oui, il y a un sujet que nous n'avons pas abordé, qui est la désobéissance. Eh bien, parce que, en fait, pour moi, dans ce texte, une façon pour que Hilaria de chercher la lumière, c'est de désobéir. Au départ, le sous-titre était l'échec de la désobéissance. Et puis ensuite, je l'ai modifié pour la conquête de la désobéissance parce que ce qui importait, c'était le mouvement, c'était pas le résultat. C'était le fait
d'essayer, parce que désobéir, c'est très difficile, surtout quand on est dans un lien affectif fort. Il y a la peur de la trahison, il y a la peur, enfin, il y a les questions de loyauté qui entrent en ligne de compte. Et en même temps, pour moi, la désobéissance, c'est toujours, c'est une façon de se créer un espace de liberté. Et que ce soit au niveau politique, parce que les BR, par exemple, désobéissent. Le père désobéit aussi. Fulvio, il désobéit à toutes les règles de la famille, à la loi. Et donc, même si c'est différent, c'est des niveaux différents de désobéissance et que Hilaria ne réfléchit pas à sa désobéissance, mais enfin, je pense, voilà, la désobéissance civile, c'est une autre forme de désobéissance, bien sûr. Je ne veux pas mettre tout sur le même niveau, c'est ce que je veux dire, mais voilà, pour moi, c'était une façon de... Enfin, ce sous-titre, c'est une façon de signifier aussi cette recherche d'espace de liberté, même si à la fin, Hilaria, elle commet, on va dire, la plus grande des désobéissances, c'est-à-dire qu'elle arrête de parler, elle arrête de manger, et ça, c'est une désobéissance dont elle est le sujet, enfin, elle s'auto-punit. Enfin, il y a même si c'est pas, enfin, c'est pas conscient comme ça, mais disons le résultat, c'est en fait une désobéissance qu'elle introjecte en fait, qui est à l'intérieur d'elle et que personne ne peut lui enlever ça, personne ne peut rien faire. Et ça devient son espace de liberté, sa façon de se retirer dans ce corps. Quand elle voit qu'il n'y a plus d'air dehors, elle va chercher l'air dedans, même si c'est un enfermement aussi. Je vous lis une question et qui vient d'apparaître dans les commentaires et puis je pense qu'on terminera par ça. C'est une question de Wendy. Par rapport à la construction de vos dialogues, pourquoi les intégrer directement dans la narration sans utiliser les tirets et les guillemets? Est-ce un choix esthétique ou y a-t-il une raison particulière? C'est une très bonne question. Ouais, ouais, c'est une très bonne question. Merci, ouais. Ben, en fait, non, j'ai fait ça très, très exprès. Parce Une forme de que, désobéissance aussi, en fait. voilà, c'est une forme de désobéissance. C'est aussi parce que, comme Fulvio et Hilaria sont aussi dans une espèce de symbiose, ils vivent une grande partie du livre dans cet habitacle qui est un espace extrêmement réduit. C'était une façon de mélanger, enfin de signifier cette symbiose. Et puis c'est aussi quelque part une forme de symbiose à un niveau psychique, dans le sens que Hilaria, elle est collée à son père. Enfin, et lui est collé à elle. Enfin, il y a une forme de... Elle est totalement dépendante de lui. Donc, enfin, c'est une façon un peu peut-être, enfin, de ne pas marquer de frontières mais aussi pour laisser la place au... C'est aussi un espace de jeu, j'ai envie de dire, un espace de jeu dans le sens que c'est au lecteur ensuite de se débrouiller, de se questionner, de deviner, d'être actif là-dedans. Si vous le voulez bien, je ne sais pas si Margot voudra conclure cette rencontre. En tout cas, vous l'aurez entendu, je trouve que c'est un texte qui accueille le lecteur. Justement, il y a tous ces blancs pour accueillir les lecteurs et les lectrices et puis pour se faire chacun son propre film, peut-être son propre livre à côté. Donc, j'espère vraiment que ce livre vous aura plu autant qu'à moi. Et je ne sais pas, Margot, si tu veux Non, conclure mais la... non, je pense que, en tout cas, je voulais te remercier, Elisabeth, pour cette modération et merci aussi à tous les étudiants qui ont posé leurs questions. Elles étaient nombreuses et très intéressantes et différentes les unes des autres. Donc, merci beaucoup. Et merci à toi, Gabriella, également, de ton temps ce soir pour tous les étudiants qui n'ont pas eu la chance de te rencontrer.
Et voilà, et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et on se tient au courant sur le Discord. N'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions sur le prix. La période de vote va bientôt commencer. Elle commencera vendredi. Et moi aussi, Merci beaucoup. j'aimerais remercier tout le monde, tous les étudiants d'être venus, d'avoir pris le temps. Voilà, et merci Margot et merci Elisabeth. Et voilà.